Je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Une société privée avec des actionnaires, elle cherche à faire du profit, elle ne cherche pas le bien-être des résidents. Tout le monde sait que l'objectif de ces entreprises, c'est de générer un rendement de 7% et pas de bien traiter les personnes dont elles ont la charge. Vous avez certainement entendu parler du livre Enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, qui a provoqué une secousse dès sa publication. Il y pointe les pratiques scandaleuses du groupe Orpea, leader mondial des établissements pour personnes âgées. Au fil d'une enquête riche de 250 témoignages, on découvre que les résidents y sont rationnés en protection hygiénique, nourriture, est limité en nombre de toilettes, quitte à macérer dans leurs excréments. Le livre relance le débat sur la maltraitance des personnes âgées qui séjournent en EHPAD et plus globalement dans le milieu de la santé. Pour en parler avec nous, en visio, Dr Sonia Amarouche, médecin généraliste affecté au service SSR gériatrique à la clinique L'Inalliance de Fontenay-aux-Roses. Elle pratique la gériatrie depuis plus de 10 ans par passion. Et nous allons également entendre Véronique Decker, directrice d'école retraitée, qui va témoigner des conditions de vie de sa mère et de sa belle-mère en EHPAD public. Véronique, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. C'est parfait. Alors, Véronique, vous êtes donc directrice d'école retraitée. Comme je disais, votre mère et belle-mère ont connu en tout cas des séjours à l'EHPAD. Alors, peut-être avant de revenir sur les conditions de vie de votre mère et de votre belle-mère, j'aimerais que vous peut-être réagissiez à ces révélations qui ont été faites par le journaliste Victor Castanet dans ce livre « Les Fossoyeurs ». Je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Une société privée avec des actionnaires, elle cherche à faire du profit, elle ne cherche pas le bien-être des résidents. Moi, je reçois sur Facebook des publicités constamment me proposant d'investir dans ces EHPAD avec un rendement de 7%. Donc, tout le monde sait que l'objectif de ces entreprises, c'est de générer un rendement de 7% et pas de bien traiter les personnes dont elles ont la charge. Donc, il ne faut pas découvrir qu'est-ce qui fait que des gens vont mettre leurs parents dans ces EHPAD privés. C'est le fait que les EHPAD publics ont des conditions de fonctionnement qui sont eux aussi dégradées. Ce qui fait que les gens les plus riches se disent « Eh bien, moi, je vais tenter de faire que mes parents soient mieux traités, puisque j'en ai les moyens, puisque mes parents ont les moyens, en les mettant dans ces EHPAD privés. » Mais il faut réaliser ce qu'on fait. En ne défendant pas le service public, en cherchant à échapper seul soit par l'école privée, soit par l'EHPAD privé, soit par la clinique privée, on accepte un monde qui ne s'intéresse qu'au profit et pas au bien-être des gens. En tout cas, vous avez décidé, ou alors plutôt votre mère et belle-mère ont décidé de séjourner en EHPAD public. Vous l'avez dit, les conditions aussi de vie sont dégradantes dans ces établissements publics. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, l'essentiel des problèmes dans ces EHPAD publics vient d'un manque de personnel qui fait que, du coup, les protocoles doivent être extrêmement stricts parce que comme il y a très peu de gens pour les porter, pour nettoyer, il n'y a qu'une seule salle pour pouvoir rencontrer les personnes âgées, alors qu'avec le protocole, à un moment, on n'avait plus le droit de rentrer dans l'EHPAD, mais je pouvais quand même aller voir maman, mais dans une salle dédiée. Sauf que comme il n'y en avait qu'une, une fois, j'ai fait 350 km en voiture, parce qu'il se trouve que ma mère se retrouve en EHPAD à 350 km de chez moi, pour découvrir que mon rendez-vous n'avait pas été validé
Et bien que je dise, ben, enfin, je viens de très loin, je ne vois pas ma maman très souvent et tout ça, c'était impossible de faire une exception parce que, voilà, le protocole est respecté à la lettre parce qu'il n'y a plus assez de gens disponibles pour le porter. Je sais que pour couper les ongles de ma mère, il faut avoir 1 heure devant soi parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle ne veut pas, parce que c'est compliqué. Eh ben, la dernière fois que je suis allée la voir, ses ongles n'étaient pas coupés depuis un assez grand moment. Et elle avait eu une gastro probablement liée à une absence d'hygiène de ses ongles pas coupés. J'en veux pas au personnel, mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire que nos parents soient suffisamment bien traités. Pas assez nombreux, peut-être pas aussi suffisamment formés. On en reparlera tout à l'heure avec le docteur Sonia Alors Amarouche. ça, je ne sais pas, mais ma belle-mère qui a fait un séjour en EHPAD en Corrèze parce qu'elle ne pouvait plus marcher, donc on ne pouvait plus la garder ni en autonomie ni chez nous, se retrouvait à aller au restaurant à 11 heures du matin et à y attendre 1 heure parce qu'il n'y avait que 2 personnes pour amener au restaurant l'ensemble des résidents handicapés en fauteuil. Et donc, ces 2 personnes commençaient à amener les premiers à 11 heures du matin pour arriver à emmener les derniers pour midi. Et même chose dans le sens du retour, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient stockés dans un couloir, dans un coin du restaurant, uniquement parce que le personnel qui aurait permis de les aider à descendre n'était pas en nombre suffisant non plus. Alors vous me le disiez, Véronique, votre mère a dû vendre sa maison en viager pour pouvoir payer donc le prix qui est exigé pour le séjour dans cet EHPAD public, 2 000 € par mois, c'est ça? À peu près 1800. Mais voilà, ma mère était femme d'artisan, jamais déclarée, donc elle n'a qu'une minuscule retraite. Et en fait, aujourd'hui, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps un temps de vie dépendante qui nécessite qu'ils aient des moyens pour payer cette dépendance. Et le seul moyen qui a été trouvé, c'est de vendre sa maison en viager. Est-ce que votre mère ou votre belle-mère, enfin, vous avez quand même décrit des situations, on va dire, de maltraitance psychologique ou voire symbolique, le fait effectivement de ne pas pouvoir prendre un repas avant 11 heures, le fait de ne pas pouvoir d'avoir d'échanges très rapides, est-ce qu'elles témoignent aussi de violences physiques? Alors non, j'ai jamais constaté ni dans l'un ni dans l'autre des violences. Alors des moments d'agacement, j'ai vu des personnels dire là j'en ai marre, j'en peux plus, des choses comme ça où on sent que les personnels sont à bout. Mais non, je ne peux pas témoigner de maltraitance. Par contre, effectivement, il m'est arrivé d'arriver dans la chambre de ma mère et que sa couche, elle l'ait enlevée elle-même et posée au sol à côté d'elle. En fait, comme personne n'était disponible pour venir la changer, ma mère a réussi à se débrouiller toute seule et du coup, la couche, elle était par terre, voilà. La personne qui s'occupait de l'étage était très gênée quand je l'ai appelée, mais j'ai bien senti que pour l'étage, elle était toute seule à ce moment-là. Et que donc, ce sont des EHPAD où il y a 70-80 personnes. On ne peut pas imaginer qu'une aide-soignante seule puisse gérer les besoins de tout un étage de personnes âgées, 25 personnes. Voilà, il y a des normes, si vous voulez. Par exemple, dans une crèche, vous avez des normes.
il y a une personne pour 5 bébés ou pour 8 enfants. Je ne connais pas exactement cette norme, mais je sais qu'elle existe. On ne peut pas mettre dans une école maternelle 70 enfants avec une seule enseignante. J'ai l'impression que dans les EHPAD, il n'y a soit pas de normes, soit elles ne sont pas respectées et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça l'impression que j'ai. Alors, vous le disiez, effectivement, manque de personnel. Alors, c'est quoi le véritable problème? C'est un métier qui ne séduit pas ou plus parce qu'il est mal rémunéré ou bien parce que, malheureusement, ça ne donne pas envie à des personnels soignants de s'occuper des seniors. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est difficile d'être confronté à la dépendance, à la mort. Je pense que c'est un métier qui est psychologiquement exigeant. Moi, j'ai le sentiment que les gens qui travaillent en EHPAD s'attachent aux personnes âgées dont elles s'occupent, comme les maîtresses de maternelle s'attachent aux petits dont elles s'occupent, et qu'évidemment, devoir affronter leur décès, c'est compliqué, mais surtout, je pense que les niveaux de salaire sont complètement déconnectés du réel, parce qu'un EHPAD travaille 24 heures sur 24. C'est ouvert à Noël, c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert les jours fériés. Les femmes qui travaillent en EHPAD ont des conditions de travail qui sont lourdes. Elles sont en 2-8, elles commencent tôt le matin ou elles finissent tard le soir. Elles travaillent un week-end sur 2. Les salaires ne sont pas à la hauteur. Si on payait mieux les gens, je pense qu'on trouverait des gens pour faire ce métier. Vous me disiez aussi, la France ne manque pas de chômeurs qui pourraient être embauchés, de jeunes qui pourraient être formés, ni d'argent pour rémunérer ce travail. C'est aussi un problème de priorité au niveau des politiques. Oui, il y a une déshumanisation de la politique. Aujourd'hui, l'objectif politique n'est pas le bien-être des êtres humains, ni des enfants, ni des personnes malades, ni des personnes âgées. Or, il me semble que le niveau d'humanité qu'on atteint se mesure à la manière dont on traite les plus faibles parmi nous. Merci infiniment, Véronique Decker, pour votre témoignage. Alors moi, je vous invite à suivre le Twitter de Véronique Decker, qui est un Twitter très engagé. On y apprend énormément de choses. Elle décrypte aussi l'actualité. Merci, Véronique. D'ailleurs, on va écouter juste après vous, je vous demande de bien vouloir rester en ligne, peut-être pour entendre également le docteur Sonia Amarouche, qui travaille donc depuis 10 ans en gériatrie. On vous rappelle aussi qu'un reportage a été réalisé sur le sujet par nos confrères Théo Cazeneuve et Maxime René, que vous pouvez consulter sur la chaîne YouTube du Média. Alors, docteur Sonia Amarouche est-elle en ligne ? Je le disais, donc Sonia, vous travaillez donc dans une clinique privée et vous êtes affectée au service SSR gériatrique. Ça fait 10 ans que vous pratiquez ce métier et vous insistez sur ce mot, par passion. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir travailler avec des personnes âgées, il faut les apprécier, il faut les aimer, il faut vouloir aider son prochain. Un critère qui devrait être important pour chacun avant de travailler en gériatrie, c'est de vouloir aider ses aînés et le faire vraiment par passion, parce que sinon on le fera mal, on ne le fera pas avec son cœur. C'est des personnes qui sont fragiles, dépendantes, certains en souffrance, et il faut vouloir les aider. Si on ne veut pas les aider, ça ne peut pas marcher et ils vont le ressentir. Voilà. Donc, il faut faire ça par cœur, par passion, par envie. Et malheureusement, ce qui n'est pas toujours le cas pour les uns et les autres. Et d'ailleurs, quand on n'est pas... Que ce soit au niveau administratif, dans les strates hautes de la direction, ou dans le personnel aussi. Il y a certains, malheureusement, moi j'ai pu croiser des personnes que je ne trouvais pas dignes de travailler en gériatrie. Donc je me suis permise de leur dire que s'ils ne font pas ça par cœur, s'ils font ça avec de la rancune, s'ils font ça avec un regard méfiant et... auprès des personnes âgées, et ils le ressentent. Et dans quel cas, il faut changer de travail, il faut changer de branche. Si on ne veut pas aider, il faut changer de branche. Alors, et malheureusement,
il y a une question lucrative pour certaines EHPAD et il y a au niveau du personnel, certains, heureusement, ce ne sont pas la majorité, encore une fois, des personnels qui travaillent dans ces établissements, mais il y a des personnes qui font pas ça avec leur cœur. Et moi, j'ai des patients, quand je passe, qui me disent elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, je me sens mal, j'ose pas appeler. Et ça me fait peine au cœur parce que on est là pour eux. En fait, sans eux, on n'existe pas. D'ailleurs, c'était important pour nous de recueillir vraiment vos propos parce que le service gériatrique, c'est un peu le service qui va précéder le séjour de ces personnes âgées que vous côtoyez au quotidien, à qui vous accordez des soins et qui vont être orientés vers des EHPAD. Est-ce que justement cette patientèle âgée, vulnérable, forcément mérite un traitement particulier? Vous le disiez, il faut pouvoir faire ce métier avec passion. Et dans le même temps, Véronique Decker, que l'on a entendu juste avant vous et qui témoignait des conditions de vie difficiles dans les EHPAD publics où sa mère et sa belle-mère ont séjourné, faisait remarquer que l'insuffisance du personnel expliquait cette maltraitance et ces négligences. Est-ce que vous voyez aussi un autre problème, une autre difficulté ? Effectivement, ça c'est une réalité, et le Covid a aggravé la situation. Il y a une carence patente des personnels dans ces établissements, des personnels en ce moment qui sont malades, non remplaçables par défaut de personnel ou parce qu'il faut mettre l'argent à la poche et prendre des boîtes d'intérim pour compenser les absences et que ça coûte beaucoup plus cher. Et certains tirent sur la corde des personnels déjà en place et leur demandent de faire plus alors que c'est physiquement pas possible pour certains. Et du coup, ça se répercute sur les personnes âgées. Ils sont là, ils sont dans leur chambre, ils demandent d'avoir des passages réguliers. Il ne faut pas attendre qu'ils appellent. Moi, c'est ce que je dis tout le temps au personnel avec qui je travaille. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous demande un coup de main. Des fois, il faut y aller. Si on a 5 minutes, on y va. Je sais que c'est fatigant pour eux, que des fois on me dit que je suis trop exigeante. Je pense qu'on n'est jamais assez exigeant. Et après, ces personnes, quand ils ne vont pas, ils me disent qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils ne peuvent pas. Et c'est une vérité, c'est une vérité. C'est une vérité. Ils n'ont pas les moyens. C'est la responsabilité aussi des EHPAD de décider de peut-être d'en gagner moins et de mettre une personne en plus ou 2 personnes en plus pour venir aider en renfort. Il y a une question d'argent derrière. Il y a toujours malheureusement une question d'argent, que ce soit dans les cliniques privées, dans les EHPAD privés ou même dans le public. Dans le public, ils ont un quota, un nombre de personnel pour un nombre de patients et le plus souvent, il n'y a personne derrière pour vérifier. C'est-à-dire que s'il manque quelqu'un une journée lambda, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah ben là, c'est une infirmière pour 40 patients alors que ça devrait être pour 20 patients ». Parce qu'ils ne peuvent pas quotidiennement avoir quelqu'un derrière eux. Il y a des visites de l'Agence régionale de santé qui vérifient que tout est conforme, les protocoles sont conformes, que le personnel est formé, savent ce qu'ils font, mais malheureusement, ce n'est pas au quotidien. Donc, et ça encore, c'est une question de moralité. Une absence de contrôle. Voilà, une absence de contrôle. Donc c'est un autre problème que vous identifiez. Véronique Decker nous faisait remarquer qu'elle avait donc choisi plutôt d'orienter sa mère et sa belle-mère vers des EHPAD publics parce que d'un point de vue éthique, il n'est pas question pour elle de faire gagner de l'argent à des entreprises lucratives, les EHPAD privés. Sauf que on ne décide pas forcément. C'est pas forcément un premier choix de placer un parent en EHPAD privé. Vous m'expliquiez, Sonia, que les listes d'attente étaient longues en fait en EHPAD public. Tout à fait, les places sont limitées, les tarifs sont moins chers parce que subventionnés un peu plus par l'État. Les places sont limitées. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de places. Quand nous, on fait une demande d'EHPAD, on attend longtemps avant d'avoir une place pour certains patients, surtout dans le public, parce qu'il faut qu'un patient malheureusement parte pour qu'un autre prenne sa place. On ne pousse pas les murs, il n'y a pas assez de place. Et dans les EHPAD privés où c'est plus cher, il y a plus de place, tout en sachant que des fois, il n'y a pas assez de place non plus, mais il y a un peu plus de place. Et malheureusement, il faut prioriser et peut-être laisser la place, malheureusement, c'est peut-être triste ce que je veux dire, à des personnes qui ont moins de moyens dans le public et ceux qui ont des moyens
d'aller dans le privé. Mais encore une fois, il y a théoriquement, et ça devrait être le cas, une responsabilité des établissements, une responsabilité vraiment des directeurs. Ils doivent veiller à ce que les malades soient bien pris en charge, que les patients ont une qualité de vie. C'est hyper important, hein. Et ça, c'est leur responsabilité. Et à un moment, il faut, voilà, on veut gagner de l'argent, on veut être à la tête d'un établissement, il faut y mettre les moyens, le personnel adapté, voilà. Donc, oui, après, effectivement, c'est ce qu'on disait dans le public, c'est les mêmes problèmes que dans le privé, hein. Faut pas faire un faux procès non plus aux EHPAD privés. C'est les mêmes problématiques, un défaut de personnel, une insuffisance de moyens, du personnel parfois qui n'est pas adapté, qui ne devrait pas travailler en gériatrie. C'est un ensemble, hein. Oui. Et comme je vous disais, les remplacements parfois sont compliqués. J'ai un collègue qui me disait, qui est médecin coordinateur en EHPAD, qui me disait que là, pendant le Covid, il y a eu des infirmières qui étaient absentes, une infirmière qui manquait dans l'établissement, et ils ont mis des annonces, hein, même via des boîtes d'intérim, en laissant place au choix aux infirmières de laisser le montant de la journée, hein, pour être remplacées, hein. Ils m'ont dit, si tu connais du monde, on lui donne ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas trouvé. Il n'y en avait pas. Elle ne voulait pas y aller, elle ne voulait pas le faire. Ils n'ont pas trouvé. Et il a dit, il a participé comme il pouvait, il a fait des soins avec les infirmières sur place. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, malheureusement, ce n'est pas qu'une question de personnel. Il n'y en a pas assez. Il faut en former plus. Après, comme vous disiez, il faut que ça soit attractif aussi. Il faut que chacun y trouve son compte. Mais si les gens savaient que c'est un bonheur d'aider son prochain, en fait, et qu'ils se rendent compte que d'aider quelqu'un à aller aux toilettes, de l'aider à faire sa toilette, il n'y a rien de plus lucratif d'un point de vue humain, en fait. Moi, ma journée, quand j'ai un patient qui me regarde avec un sourire, qui me dit merci, je suis heureuse. Je me dis, j'ai fait quelque chose de ma journée, quelque chose d'utile, en fait. Ce n'est pas qu'une question de salaire ou autre, c'est vraiment, je me dis, je me couche sereine parce que j'ai aidé quelqu'un, parce que à mon niveau, même si ce n'est pas important, et c'est le plus important, il faut y aller dans cet état d'esprit-là. Voilà, et se dire, c'est comme ça. Et si tout le monde y allait dans cet état d'esprit aussi, tout le monde y serait gagnant. Oui, donc le prérequis, c'est visiblement des qualités humaines, des prédispositions à aider son prochain. Donc, difficile de pouvoir former des patients, un personnel soignant et des infirmières à développer ces qualités. Mais bon, en attendant, il y a aussi peut-être une autre solution, on en parlait aussi, Sonia Amarouche, c'est de pouvoir anticiper les démarches, c'est ce que vous me disiez, c'est que parfois les familles n'identifient pas suffisamment tôt les signes de démence ou de perte d'autonomie, alors que par exemple une aide à domicile pourrait être pensée au lieu d'un placement en EHPAD et au risque de subir les maltraitances que l'on a évoquées ici. Tout à fait, tout à fait. Nous, on fait le maximum pour que les personnes rentrent à leur domicile si c'est leur choix. On respecte toujours au maximum le choix du patient, hein. Il y a des patients qui veulent aller en EHPAD, donc parce qu'il y a une vie sociale qui se crée, parce qu'ils sont moins dans la perte d'autonomie, donc ils arrivent à se créer du lien social, ils sont heureux d'y aller. Il y a des personnes qui veulent rentrer chez eux, il y a des aides à mettre en place, il faut que le médecin traitant intervienne, il faut qu'ils soient entourés d'assistantes sociales pour aider à faire les démarches, mais ce n'est pas toujours facile, il faut guider les familles, mettre au maximum d'aide à la maison pour repousser, si c'est surtout leur souhait de ne pas y aller, repousser et l'entrée en EHPAD, et les gens sont heureux d'être chez eux. Oui, il y a des choses à mettre, il y a des choses en place, mais il y a une responsabilité aussi de l'État qui doit prendre la mesure des choses, inciter plus, aider des personnes qui soient formées à mettre en place les aides. Il y a des personnes qui sont dépassées, ils arrivent chez nous, ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à marcher, ils ne peuvent plus être tout seuls, ils ont des comorbidités, alors qu'encore 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant ça, si on avait mis les aides en place, ils ne seraient pas tombés par exemple à la maison, ils ne seraient pas fracturés, ils n'arriveraient plus à marcher, et on aurait peut-être pu éviter tout ça parce que, voilà, effectivement, les familles doivent être vigilantes par rapport à ça. Parfois, ils sont dépassés, ils travaillent, ils ont leur vie du quotidien, ils ne se rendent pas compte que la personne est en perte d'autonomie, ou ils se rendent compte, mais ils ne savent pas comment faire. Voilà, il faut bousculer, il faut aider, il faut avoir des campagnes de prévention par rapport à ça, inciter les personnes âgées à anticiper les démarches pour éviter effectivement l'institutionnalisation en EHPAD.
Il y a des choses, il y a tellement de choses à faire en fait. Mais effectivement, hein, c'est des priorités de l'État, c'est des priorités du gouvernement, il doit se remettre en cause. Comme disait justement, et à juste titre, l'intervenant principal, on juge de la valeur de la population d'un État de la manière où on traite ces personnes âgées. Il faut qu'on les respecte plus, qu'on les aide plus. Et c'est la responsabilité de l'État. Il y a un moment, voilà, c'est les nouvelles présidentielles. On entend parler de tout et de n'importe quoi des fois. Et je n'ai pas entendu beaucoup parler des personnes âgées. Et alors que on va tous y passer, que c'est une priorité. Et il faut qu'on se remette tous en question, hein, tous, hein, à tous les niveaux. Et, voilà, donc une absence de volonté politique, mais comme vous l'avez dit, Sonia Amarouche, hein, les élections présidentielles arrivent. Il faudrait peut-être effectivement faire de la question du traitement des seniors une priorité dans cette campagne présidentielle qui arrive à grands pas. Docteur Sonia Amarouche, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, d'avoir aussi témoigné, nous avoir raconté le quotidien dans ces services gériatriques qui précèdent généralement le passage donc, de ces personnes âgées vers des EHPAD, qu'ils soient privés ou publics.